Vous êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer évidemment des sujets en lien avec leur vie ou tout simplement en lien avec l'environnement qui entoure cette magnifique jeunesse. On parle également de thématiques liées à la jeunesse. On parlera en première partie d'émission, on va parler de l'âge. Pour certaines personnes, paraître plus jeune ou paraître plus vieux, c'est plutôt avantageux ou pas. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change le fait de ne pas faire son âge? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler de la manipulation, mais pas n'importe quelle. On parlera de la manipulation émotionnelle. Pourquoi et comment arrive-t-on à ce niveau de manipulation et quels sont les dangers, sinon les avantages? Eh bien, des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités sont là sur ce plateau de Génération News. Il s'agit évidemment des habitués. Edwin, vous êtes juriste d'affaires, toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Génération News. C'est moi, Régis. Et en face de vous, Genèse, vous êtes étudiant en journalisme et communication. Deuxième participation à Génération News, évidemment. Merci d'être des nôtres sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et on termine avec Denis. Vous êtes étudiant en sciences politiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Je vous en prie, merci à vous. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans l'introduction. Edwin, je démarre avec toi. On parle de le fait de ne pas faire son âge. Pour beaucoup de personnes, en général, c'est bénéfique, mais on a l'impression que chez d'autres, ça dérange un petit peu. Pourquoi, selon toi? Je pense que ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Parce que quand on parle de ne pas faire son âge, il y a soit parce qu'on paraît plus grand que son âge, ou soit parce qu'on paraît plus petit que son âge. Et à ce niveau-là, comme je dis, ça dépend de la personne. Donc, est-ce que la personne voudrait paraître plus grand que son âge ou plus petite que son âge? C'est la question qu'il faut se poser pour pouvoir bien répondre à cette question. Maintenant, après, il y a deux aspects, il faut le dire, lorsqu'on aborde ce sujet-là. Il y a l'aspect, je dirais, la présentation, donc le physique, l'aspect physique, et il y a l'aspect comportemental aussi. Donc, il faut pouvoir un peu étudier ces deux aspects-là pour mieux cerner le sujet. Justement, Denis, on parle de l'aspect physique, mais certaines personnes ont beaucoup plus cette facilité-là à rapporter l'âge ou bien à faire le lien entre l'âge et le physique. Est-ce que ça aussi, ça ne trompe pas un peu ces personnes-là qui paraissent et qui veulent paraître jeunes malgré leur âge avancé? Je pense que ça dépend le plus souvent des sociétés. La plupart du temps, des personnes qui paraissent plus jeunes physiquement sont souvent décrites comme des personnes qui sont en bonne santé. Ouais. Alors que les personnes qui paraissent qui font leur âge, tout simplement, sont décrites comme des personnes plutôt lambda en fait, qui ne font pas attention à leur santé et tout le reste. Ouais. Donc je pense que ça dépend en fait du point de vue, ça dépend en fait de la vision que nous avons souvent de soi et tout le reste. Et ce qui est intéressant lorsqu'on parle du comportement, lorsqu'on parle de mentalité, c'est ce fait que ça peut avoir souvent des répercussions, comme le fait d'avoir un manque de confiance ou plus de confiance. Ça dépend aussi de la manière dont on perçoit la chose. Est-ce que quelque part, Genèse, il n'y a pas aussi l'effet de cure de jouvence? C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes qui prennent, on va dire, qui tirent le bon côté de cet aspect-là, le fait de ne pas faire son âge, parce que pour beaucoup de personnes, si tu as 21 ans et que tu donnes l'impression physiquement que tu as un visage d'une dame de 18 ans, par exemple, ou de 16 ans, est-ce que c'est pas en fait une cure de jouvence pour beaucoup de personnes de se dire tant mieux, tant que je parais toujours jeune, moi ça me va? C'est bel et bien positif d'avoir un âge quand même avancé et de paraître plus... ça montre quand même que tu es... On va dire que tu joues quand même d'une énergie, d'une certaine motilité ça c'est quand même avantageux. Ouais. Mais bon, pour d'autres aussi, c'est quand même comme un stéréotype de ne pas faire son âge. C'est quand même, on va dire, rabaissant. D'après les critiques, en gros. Et après, c'est comme Edwin venait de dire, tout dépend de la façon dont tu te sens à l'intérieur de toi. C'est une question de confiance en soi aussi. C'est pas tout le temps écouter ce que les autres te disent. Oui, mais la perception des autres quand même, ça... Il y a souvent la puissance sociale. Ça on dit, mais ça c'est de manière peut-être concrète. Concrètement, ça ne change rien. Mais en soi, il y a forcément des impacts, comme on pouvait le dire, en ce sens que tu es plus âgé, tu parais plus jeune. Ça peut être avantageux. Mais si je prends l'exemple de l'inverse, tu as peut-être
je ne vais pas tirer sur la jante opposée, mais on est très souvent d'accord qu'elle peut avoir 15 ans et donc 3 ans de moins que l'âge de la majorité, mais le corps donne l'impression qu'elle peut avoir 21 ans. Ça arrive qu'elles utilisent cet avantage à des mauvaises fins et qu'après on se retrouve dans des scandales. On parle aussi de la société parce qu'aujourd'hui quand même on nous juge beaucoup sur le physique quand même, sur l'apparence. Moi je me souviens d'une anecdote, c'est que moi j'étais allé me faire consulter après une douleur au niveau des yeux évidemment. Et quand j'arrive chez l'ophtalmologue, je vois une jeune de 15 ans. Enfin, elle avait le visage d'une jeune de 15 ans, mais elle était dans la trentaine. Et moi, j'étais un petit peu pas très... alors, c'est pas sexiste, hein, mais j'avais un peu du mal à me laisser consulter par une personne qui, au fond de moi, je pensais qu'elle avait 15 ans. Et c'est après qu'elle me dit, bah non, je fais plus grande que mon visage. Et je pense qu'elle a tout le temps été victime de ça, au point où elle en rigolait tellement. Mais évidemment, ça pose beaucoup de problèmes aussi, Edwin, dans la société. Que tu fasses un peu plus jeune aujourd'hui, même dans les recrutements, on va se dire on veut des jeunes, enfin on veut des adultes ou bien des personnes âgées de 30 ans. Bah toi, tu arrives avec ton visage, là par exemple tu fais un peu plus âgé, on va se dire bah tiens mais lui avec sa barbe et ses lunettes et potentiellement sa calvitie, on va se dire bon il est dans la quarantaine. Or ce n'est pas le cas, mais je pense que tu as déjà été victime de ça un peu. Oui mais tout à fait, après c'est comme je le dis très souvent ici, c'est le regard d'autrui en réalité, c'est le regard d'autrui. Le regard d'autrui vis-à-vis de nous, il est souvent pas objectif, mais subjectif. Et tout dépend donc de la personne en face. Mais on est d'accord que dans les administrations, dans d'autres situations, le fait de ne pas faire son âge, ça peut avoir un impact, pas forcément positif. Ça peut avoir un impact positif comme négatif. Tout dépend de la personne en face. Intéressons-nous au côté négatif. Au côté négatif, justement, comme tu l'as dit, c'est parce que pour certains, la jeunesse ou le fait d'être plus jeune, par exemple, et peut constituer un désavantage. Un manque d'expérience. Un manque d'expérience. Parce qu'on fait souvent le rapport entre l'expérience et l'âge. C'est-à-dire, on se dit, plus on est âgé, plus on est expérimenté. Mais attention, moi je pense que l'expérience, c'est quelque chose qui s'acquiert à partir de plusieurs éléments. Dans la connaissance, dans le fait d'avoir pris part, par exemple, à certaines manifestations. Donc, on peut être plus âgé, mais moins âgé autant pour moi, mais avoir eu à participer à certaines activités, par exemple, et se retrouver dans un milieu dans lequel on a en face de nous des personnes plus âgées qui penseront qu'on ne maîtrise pas tant la chose qui fait l'objet de notre rencontre, alors que ce n'est pas le cas. Juste parce qu'on est moins âgé. Là, c'est à notre désavantage. Mais je pense qu'il faut dépasser cela, il faut dépasser cette façon de voir. Il faut plutôt voir ce que la personne présente ou ce que la personne offre comme outil d'analyse pour pouvoir, l'apprécier. Du coup, Pour renchérir, c'est vrai, parce que comme tu pouvais dire, on peut être âgé, on peut avoir l'âge avancé, mais la réflexion n'est pas celle-là. On remarque très souvent des gens, tu peux avoir 30... On sait que l'âge évolue, mais il y a d'autres, l'âge évolue, mais le cerveau ne suit pas. Voilà, ce n'est pas pour être condescendant. Donc, en gros, l'âge, il faut savoir que ce n'est que le nombre d'années d'existence. Ça n'a rien à voir avec la mentalité, encore moins avec la corpulence. Tout est question de mental, tout est question de maturité et d'expérience, comme tu venais de le dire. Mais on associe beaucoup plus d'ailleurs la maturité à l'expérience en général. Il a souligné le regard des autres. Donc, il faut savoir que les apparences sont trompeuses, ne pas se fier à ce qu'on voit. C'est ça aussi. Tu vas te fier à quelqu'un de barbu, mais dans le fond, en réalité, vous avez peut-être le même âge. Et après, si ça se trouve, tu es peut-être plus mature que la personne. Donc, il ne faut pas toujours... Le regard des autres, l'autre qui nous regarde doit d'abord faire attention à ces clichés, à ces conclusions qu'il fait avant de nous côtoyer aussi. Voilà. Pour moi, le problème, c'est que la société est souvent, et la plupart du temps, figée sur ces clichés-là. Comment il faut faire pour essayer de dépasser en fait ces stéréotypes et tout le reste? C'est ça le problème. Même lorsqu'on parle en entreprise, on se dit que, par exemple, tu es jeune, tu n'as pas assez d'expérience, on te catégorise déjà.
Et ça, c'est en général par rapport à ton physique. Par rapport à ton physique. C'est comme il a dit, tu peux être plus âgé et avoir plus d'expérience. Si le physique renvoie à quelqu'un de jeune... C'est ça. Maintenant, comment il faudrait faire pour essayer de dépasser ça? C'est quoi, il faut se laisser pousser la barbe, par exemple? Est-ce que c'est une question? En fait, il faut savoir, il faut se poser la question de savoir si c'est un problème social, si c'est un problème, je sais pas. Je pense qu'on aurait bien voulu avoir un sociologue sur le plateau, mais je pense qu'en fait, on est déjà arrivé à ce stade-là. À partir du moment où ça pose problème, aujourd'hui, par exemple, dans les entreprises, il y a des critères qui sont généralement liés à l'âge. On va dire, on recrute des femmes âgées de tel âge, des hommes âgés de tel âge. Et toi, tu te présentes avec ce physique-là qui fait un peu jeune. On va se dire, bon, c'est peut-être pas le bon profil. Or, ça peut être l'inverse. C'est le bon profil, mais qui ne renvoie pas ce que le recruteur recherche en termes de physique. Et là, évidemment, ça peut être désavantageux. D'ailleurs, notre ami Edwin l'a également souligné. Est-ce que toi, tu as déjà été un petit peu victime de ces préjugés-là, Denis? Bon, oui, quand même. D'accord. On disait que je faisais un peu plus grand que mon âge. Mais bon, on te le disait, c'était par rapport à quoi? Est-ce qu'on justifiait derrière? La mentalité, déjà, et aussi l'aspect physique, le fait que je suis barbu et puis voilà. Bon, la plupart du temps, ça a été avantageux. Tu es dans le deuxième étage? Oui. D'accord. Dans la 2G, comme on dit, pour faire court. Par contre, c'est l'inverse. D'accord. C'est-à-dire qu'on est en classe, dans un groupe où déjà, au niveau de la corpulence, ce n'est pas ça. Au niveau de l'expression faciale, le visage et autres, ce n'est pas ça. Et après, lorsqu'on se voit... Tu brûles les pistes, en fait, un peu. Quoi. Oui, voilà. Quoi. Après, tu te retrouves peut-être à être l'aîné dans la salle, alors que c'est toi qui paraît être le Benjamin. Ouais. Et justement, comme tu venais de dire, il faut peut-être se laisser pousser la barbe. Voilà, ça se voit. Il aller faire un peu de la muscu. Voilà, mais là même encore, ça, voilà, malheureusement, en essayant, ça ne plaît pas à mes parents. Mais c'est un peu dangereux, parce que j'ai l'impression que tu vas passer beaucoup plus ton temps à te justifier, à expliquer aux gens que tu es plus jeune que ce que... Pas forcément pour se justifier, mais pour mettre fin à ces clichés-là. Non, je veux dire, non, est-ce que le fait de se laisser pousser la barbe, prendre quelques muscles, mon cher Edwin, est-ce que ça change quelque chose? Peut-être, comme on dit, la nature aura du vide, ça permet peut-être de combler quelque chose. Très bien, ça permet de combler certains vides et puis encore une fois de réduire. Edwin n'est pas tout à fait d'accord avec... Moi, je pense que fondamentalement, ça ne change rien. D'accord. Ça ne change rien. Parce que comme je l'ai dit, ça dépend des aspects. Il y a l'aspect physique et il y a l'aspect comportemental. Au niveau de l'aspect physique, en réalité, ça ne devrait pas poser problème, sauf pour certains qui estiment qu'ils font plus jeunes ou plus vieux. Mais c'est plutôt au niveau de l'aspect comportemental. Parce que comme l'exemple qu'on vient de prendre, par exemple, sur le plan du travail, je vais essayer un peu de revenir sur cela. Mais ici, on cherche quoi? On cherche quelqu'un qui est capable de faire ce qu'on veut. Ou on cherche quelqu'un qui a un certain âge. Non, mais parce qu'ils ont des critères d'âge aussi. Oui, mais parce qu'on a associé à l'âge l'expérience. On se dit que parce qu'on est plus âgé, qu'on est mieux ou plus expérimenté. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas le cas. Donc, être moins jeune veut dire ici, synonyme de ne pas avoir certaines compétences? Non, je ne pense pas. Moi, je veux prendre un exemple qui est le mien. Je suis dans ma famille, l'un des plus jeunes même de ma famille, mais en termes de connaissances, de tout ce qui est de culture générale, de l'histoire de la famille, de notre communauté, des communautés voisines, je suis plus à l'aise. Mais je suis le plus jeune. Comment on explique ça? C'est parce que j'ai mis des intérêts sur ces sujets-là. Ouais. Ce qui fait même que ça m'a surpris un jour, pour un exercice, mon papa m'appelle pour travailler avec mon petit frère. Je me dis, mais attends, mon père ne peut pas m'appeler pour me poser une question sur la communauté, alors que ça devrait être l'inverse. Mais c'est parce que, voilà. Donc, à ce niveau-là, par exemple, on va dire quoi? Que parce que je ne suis pas jeune, il aurait dû dire aussi que je ne suis pas jeune, je ne suis pas âgé autant pour moi, qu'il ne me consulte pas. Donc, c'est un cliché mental qui, malheureusement, a évolué et je pense qu'il faut le tordre. Les clichés vont un peu plus loin, du coup, Denis, parce qu'en fait, il y a souvent des situations dans lesquelles on se sent un petit peu gêné. On a eu en off, avant évidemment de démarrer cette émission-là, on échangeait et évidemment, il y a un collègue qui nous a laissé entendre qu'il y a ce petit souci parfois avec le grand frère, c'est avec l'aîné qui paraît plus petit et le petit frère qui paraît plus grand. Et là également, ça peut être gênant pour le petit frère qui
qui doit malheureusement devoir à chaque fois préciser que c'est lui le grand frère. Ça aussi, ça gêne un petit peu quelque part. Ça va dépendre en fait de sa position à lui. S'il peut être du petit frère, parce qu'il peut être, je sais pas, satisfait de cette situation en se disant que c'est lui le plus grand physiquement. Parce qu'il y a aussi cette question de responsabilité, par exemple. Moi, étant jeune, on me voit comme une personne assez âgée, plus grande, alors que ce n'est pas le cas. J'ai été soumis à certaines responsabilités. Même lorsqu'on me voit dehors, on me dit, lorsqu'on me voit dehors avec mon grand frère ou bien ma grande sœur, on me dit, c'est plutôt moi qu'on sollicite parce qu'on se dit que je suis le plus grand, alors que ce n'est pas le cas. Mais du coup, est-ce que là, tout de suite, tu es obligé d'orienter, de préciser que ce n'est pas moi, c'est la personne c'est mon frère le plus âgé et ma sœur... C'est quoi en fait? Ils ont des visages de jeunes? Ils sont assez jeunes. D'accord. Bon, ça va dépendre de la question. Ça va dépendre de la question. Je sais pas. La plupart du temps, je dis juste qu'ils sont mes frères. Donc, et puis voilà. Frère, mais il faut préciser grand ou petit frère. Moi, ça dépend de la question. Ça crée toujours un problème. Même dans les taquineries. Par exemple, moi, mon petit frère, je pense que lui, sa moustache, elle a commencé à sortir à partir de, je pense, 14 ans. Moi, ma moustache, elle est apparue à 17 ans. Maintenant, à l'heure actuelle, il paraît 2 fois plus barbu que moi. Vraiment 2 fois plus barbu. Et le vrai problème va au niveau où même ceux qui nous ont vus grandir ensemble, lorsqu'on marche dans la rue, ils vont vous dire c'est qui le grand frère. Et lui, parfois, il va s'abstenir de dire c'est lui. Il va dire je te laisse deviner. Tu vois que là, c'est vrai, ça a un aspect un peu... Il en profite un petit peu. Voilà, mais même là, tu ne vas pas tout de suite cerner l'aspect ludique. C'est vrai que voilà. Au départ, ça peut créer des frustrations. Après, au fur et à mesure... Ça crée carrément des frustrations. Oui, mais après, c'est à toi de voir. Parler, on a l'impression que oui. Parce que... Oui, bien évidemment. Mais après, moi, tu es obligé de le prendre positivement en disant, bon, encore là, s'il faut jouer sur la maturité, tu diras, bon, si ça peut faire plaisir à mon petit frère de se voir comme ça, ok, mais j'espère mais j'espère que dans le fond, il ne va pas utiliser cette pensée-là, ou il ne va pas utiliser cette vision des choses à des mauvaises fins, ou en pensant que ça va maintenant prendre le dessus sur la consanguinité ou sur le droit de naissance. Edwin, vu que tu es très axé culture en Afrique et tout le reste, us et coutumes et tout le reste également, le mariage en général, là aussi ça cause problème quand on arrive et qu'on a l'impression que le mari fait plus jeune que ce qu'on attendait. En général, c'est des conversations sous les oreilles là avec les tantes et les oncles qui disent ah oui mais tiens mais il fait un peu le jeune. On a l'impression que là aussi de ce côté-là, le fait de paraître jeune physiquement alors qu'en termes d'âge, on est très avancé, ça nous cause aussi problème dans l'émancipation même personnelle d'un individu. Oui, mais c'est comme je l'ai dit, malheureusement, c'est le constat, il est là. C'est qu'on attribue à l'âge une certaine maturité ou, je dirais, certaines responsabilités. Ouais. Et je ne dirais même pas seulement à l'âge. Parce que si c'était qu'à l'âge, les gens qui ont 40, 50, 60 ans seraient tous peut-être des sages. Ouais. Mais je dirais même la corpulence, en fait. Ouais, c'est ce qui donc, on a l'impression que quelqu'un qui présente certains aspects physiques, par exemple comme moi, avec ma calvitie, qui est un héritage familial, voilà. Je parais peut-être plus responsable que quelqu'un qui a plus de cheveux comme Denise par exemple. Ouais. Mais je ne sais pas trop sur quoi on se base. Moi, j'estime que la responsabilité, c'est à travers les actes que la personne ou l'individu pose. C'est à travers ces actes-là qu'on devrait juger que la personne est apte ou elle est responsable. Si on se fie à chaque fois sur l'âge, on risque de passer à côté de plusieurs bonnes choses. Peut-être que c'est parce qu'à cause de l'image qu'on nous a donnée depuis belle lurette, c'est-à-dire le sage est vieux. C'est ça, c'est l'image qui est gravée. Voilà, et parfois ça a eu des impacts. Mais comment changer ça aujourd'hui? Est-ce qu'il faut faire la sensibilisation dans le sens inverse, c'est-à-dire sensibiliser nos parents, d'expliquer qu'aujourd'hui on peut paraître moins adulte, moins vieux entre guillemets, mais que en fait, comme on a dit sur ce plateau-là, il faudrait pas se fier au physique et à l'apparence, mais beaucoup plus à ce qu'on peut apporter. Bien évidemment, je pense que même les sages que je viens de citer, c'est aussi à eux de dire quelquefois
à la jeunesse pour dire que ne suivez pas cette barbe, ne suivez pas cette tranche d'âge, parce qu'il y a plus jeune que moi, il y a mes fils, il y a mes arrière-petits, il y a mes petits-fils qui ont à peu près le même niveau de réflexion ou le même degré de sagesse que moi. Non pas, ça montre encore une fois que ce n'est pas lié à l'âge, mais aux expériences de la vie, parce qu'on ne devient pas mature avec l'âge, mais avec certaines expériences, certains coups, certains aléas, on va dire. C'est aussi à partir des aléas de la vie qu'on parvient à acquérir une certaine maturité. Donc ça va justement du principe de sensibilisation en remontant d'abord au début maintenant, à partir des aînés, pour redescendre à la chaîne la moins âgée. Est-ce qu'à partir d'un certain niveau de vie, Denis, on n'est pas un petit peu satisfait d'être dans cette situation-là? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es dans la soixantaine ou la quarantaine, le fait que tu paraisses jeune, on se dit, bon, ça va, tant mieux. Et si on veut revenir dans le contexte du mariage, comme vous avez dit précédemment, en fait, ça va dépendre. Par exemple, imagine, tu es un homme, tu es âgé, mais tu parais plus jeune. Du côté de la belle famille, on peut dire que c'est un homme qui s'entretient. On peut dire que c'est un homme qui a assez de moyens pour s'entretenir, pour garder notre fille. Donc, il y a une certaine confiance. Bon, pour d'autres, je ne sais pas comment ça va se présenter. Le point de vue, souvent, c'est comme on dit, derrière les oreilles. On va parler, on va discuter, on va avoir des préjugés en pensant que cette femme-là, elle a épousé un homme plus jeune qu'elle, alors que c'est pas le cas. Alors que au niveau de l'âge, c'est l'inverse. Alors qu'au niveau de l'âge, c'est l'inverse. Ouais. Donc ça dépend. Mais la plupart du temps, plus on est âgé, et plus cette situation est satisfaisante. Dans le mariage, je pense qu'il y a quand même un impact. La femme peut paraître plus âgée et l'homme moins. Oui, dans le mariage. Oui, mais on part toujours sur le principe selon lequel, si ça va jusqu'au mariage, c'est qu'il y a eu des déductions selon lesquelles monsieur paraît plus mûr mentalement que madame. Oui, mais ça c'est dans le couple. Oui, ça c'est dans le couple. Non, mais c'est le minimal. À l'extérieur, mais être à l'extérieur et penser ça, je pense que c'est quand même limité son degré de pensée. À un moment dans le mariage, ils vont devoir faire table rase de ça. Mais ça c'est déplorable. Avancer, il ne faut pas rester concentré. Ça c'est déplorable. Juste moi je pense que, en fait là, on est sur une approche qui, sur un point de vue, j'ai envie de dire, par rapport à notre génération, il faut comprendre que lorsqu'on parle de... Bon, en fait, ça c'était une pensée antérieure, j'ai envie de dire. La personne âgée était considérée comme celle-là qui détenait le savoir, qui détenait autant que moi le savoir, parce qu'elle avait eu une certaine expérience de la vie. Et donc, c'est vers cette dernière qu'on allait se ressourcer. Lorsqu'on avait une difficulté, on se tournait automatiquement vers elle. Mais ça, c'était dans nos sociétés traditionnelles de l'époque. Parce qu'il y avait un cheminement. Dès le bas âge, on initiait le jeune homme ou la jeune femme. Parce que lorsqu'on parle de personnes âgées, c'est aussi bien l'homme et la femme. On les initiait dans certaines choses. Comment tenir un foyer, comment s'occuper du foyer et tout le reste. Comment responsabiliser l'homme et tout le reste. Et on estimait qu'à partir d'un certain âge, il était assez mûr, par exemple, pour tenir une tribu, un clan ou que sais-je, le village. Aujourd'hui, ce n'est plus tant le cas dans certaines régions ou dans certaines familles. Les gens sont un peu plus ouverts d'esprit. Ce qui fait que on peut être moins âgé, mais si on est très curieux, on va acquérir certaines connaissances. Comme je l'ai dit, par exemple, comme j'ai pris l'exemple sur moi, par rapport à un plus âgé pour qui peut-être ça n'intéresse pas. Et là, à ce niveau, mais c'est clair que ceux qui sont dans l'ancienne réflexion diront toujours que celui-là, il est moins âgé, il n'a rien à apporter. Parce qu'on estime qu'il n'a pas l'âge ou il n'a pas déjà les cheveux blancs ou il n'a pas perdu ses cheveux comme moi. Alors que non, on doit se baser, moi je le dis, sur ce que la personne propose en termes de réflexion. Par exemple, on a un problème, on doit appeler la personne, on dit voilà le problème qu'on rencontre dans la famille. Qu'est-ce que tu en penses? On voit un peu la capacité d'analyse. De là, on dira ah oui, lui, on peut l'associer à telle ou telle manifestation. Mais si on reste sur l'âge, bon, je ne sais pas. Hein. Si on s'accroche à la thématique, Denis, ça change tout, le fait de ne pas faire son âge quand même. Ça change beaucoup de choses.
Oui, et évidemment, le fait que ça change beaucoup de choses, on a parlé de cette nouvelle génération. C'est vrai que l'analyse de Edwin vient un petit peu ramasser et résumer et souligner aussi des points plutôt cruciaux en ce qui concerne le fait de ne pas faire son âge et de devoir l'accepter ou bien de devoir être confronté à tout ce que ça peut apporter. On parle aujourd'hui d'une nouvelle génération, mais comment renverser la tendance aujourd'hui? On parle de la sensibilisation, mais est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels il va falloir miser, mon cher Jeunesse, pour essayer de faire comprendre effectivement que on peut ne pas faire son âge, mais derrière on est assez adulte en termes de réflexion. Tout passe aussi de l'intention à l'action. Parce que j'ai l'impression que la sagesse, les jeunes sages, par exemple les gens de mon âge, de ma génération, préfèrent rester dans cette barrière selon laquelle oui, je suis sage, mais je ne veux pas m'affirmer. C'est aussi ça. Il faut s'affirmer, il faut s'exprimer. Il faut montrer que on n'est pas là aussi pour prôner le jeu. Je ne voudrais pas prôner le jeu, mais à travers certains agissements, montrons clairement que nous avons agi sagement, prônant des conseils, prônant encore une certaine retention. En fait, je pense qu'on peut se démarquer à travers des agissements. On va faire beaucoup plus poser des actes, comme tu dis, joindre l'acte à la parole, prendre des initiatives, mais surtout éviter de ne pas verser dans la manipulation. On marque une courte pause, on se retrouve dans une poignée de minutes, évidemment pour la deuxième et dernière partie de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Avant la pause, évidemment, on parlait de manipulation, en l'occurrence la manipulation émotionnelle. Mon cher Genèse, qu'est-ce qu'on entend déjà par manipulation et en faire le lien avec la manipulation émotionnelle? La manipulation émotionnelle, moi je peux la définir de manière synonyme comme étant une certaine dépendance affective. D'accord. Ça veut dire que pour être heureux, pour être en joie ou pour jouir d'une certaine émotion, on est obligé d'être en contact ou bien en lien avec X ou Y, sachant que tout vient de nous-mêmes. D'accord. Voilà. Et la manipulation, pour faire court, c'est quoi la manipulation pour toi? Ta définition évidemment de manipulation. Là, tu nous as livré la manipulation émotionnelle selon toi, mais la manipulation de façon ramassée pour toi? La manipulation, ça, en tant que victime ou bien en tant que manipulateur lui-même? Dans les deux sens. Bon, en tant que manipulateur lui-même, c'est avoir cette vision de marionnettiste sur la personne. Voilà, un contrôle mental, et pas seulement mental, hein, même physique sur X ou Y. Parce que si on se juge peut-être plus musclé mentalement, plus mature que la personne, ça devient tout de suite, ça se présente comme une certaine manipulation. Et pourquoi justement certaines personnes aujourd'hui jouissent un petit peu de ce procédé-là qui n'est pas assez intéressant, parce que quand on parle de manipulation, en général, il n'y a pas un aspect assez positif là-dessus, Edwin. Pourquoi beaucoup de personnes se tournent vers ça? Et pourquoi le choix de cette manipulation émotionnelle? Parce que il faut d'abord dire que lorsqu'on parle de manipulation, c'est un ensemble de procédés utilisés par quelconque individu pour avoir une certaine mainmise sur une autre personne. Donc, pourquoi les gens utilisent ce procédé? Mais juste parce que moi, je pense qu'ils ne sont pas assez courageux d'une certaine manière d'affronter certaines difficultés. Donc, ils vont contourner ces difficultés-là en quoi faisant? En passant par des personnes. Et donc, vu qu'ils ont la même mise sur ces personnes-là, ils les utiliseront pour arriver à des fins inavouées, malheureusement. D'accord. La manipulation émotionnelle, c'est plus facile d'atteindre une personne, Denis, selon toi, parce que quand on joue avec des émotions quand même, c'est un peu dangereux. Mais on a l'impression que c'est plus facile d'atteindre une personne avec les émotions. Oui, c'est plus facile d'atteindre une personne avec les émotions parce que, bon, la plupart du temps, on est tourné sur nos émotions, on réfléchit, on prend des décisions avec les émotions, mais pour la question, pour ce qu'on a dit récemment, là, moi je pense que, désolé de revenir sur ça, je pense que de rebondir là-dessus. À la fois, c'est un problème émotionnel chez les deux personnes. Les deux sont victimes parce que la manipulation émotionnelle, c'est le résultat d'une personne qui a un manque affectif, disons qui a envie d'avoir un contrôle sur une autre personne pour également recevoir cette affection-là. Donc, c'est un peu... Dès lors qu'on a envie, ce n'est plus une victimisation. Ah, si. Ce n'est plus une victimisation. La victime, parce que le vrai problème je pense que le thème déjà, c'est comment sortir d'une manipulation émotionnelle.
il y a un truc au départ. Déjà, ce problème, ça régit très souvent au sein de notre génération, disons la jeunesse. Mais au départ, il faut reconnaître qu'on est dans un déni vraiment profond. Donc au départ, il faut reconnaître que l'on dépend, il faut reconnaître qu'on subit, on est manipulé émotionnellement. Mais on trouve toujours des interprétations en disant que non, en fait c'est ma paranoïa, c'est moi qui vois ça comme ça. Oui. Voilà. On a l'impression qu'on trouve des raisons pour masquer, pour masquer ça, ou bien pour justifier les agissements. Le simple fait, il y a des personnes qu'on aborde très souvent en fonction de leurs humeurs. Et toi, tu te dis, bon, c'est parce qu'il est bipolaire, je comprends. Entre-temps, non. Chez lui, c'est de gré qu'il le fait. Il te manipule émotionnellement. En fait, il te manipule parce qu'il veut le faire. C'est pas parce qu'il est victime de ça, ou on va dire que non, dans son enfance, il a vécu ça et ça ne fait que se poursuivre. Non, ce n'est pas ça. C'est de gré, parce qu'on se connaît tous. Et après, il a eu à dire certains manquent de courage. Mais je pense qu'au départ, il faut être entouré des personnes de confiance. Oui, mais il n'est pas. Mais est-ce que voilà, c'est ça. Je parle ici du bourreau, pas des victimes. C'est beaucoup plus le bourreau qui se sert de plusieurs procédés pour arriver à ses fins en manipulant sa victime ou ses victimes. Ouais. Et justement, Edwin, je reste avec toi parce que quand on parle de manipulation, parce que tout à l'heure on parlait du comportement, Genèse a parlé un petit peu aussi des certaines capacités, mais en fait j'ai l'impression on a potentiellement ce côté manipulateur en nous, parce que il y a aussi un fait qu'on utilise, qu'on a déjà tous utilisé une fois, et qui a potentiellement conduit à une manipulation émotionnelle chez nos parents, c'est l'urgence. L'urgence aujourd'hui est perçue comme la forme de manipulation la plus utilisée par les jeunes vis-à-vis auprès de leurs parents. On se souvient tous qu'on appelle papa pour dire « Ah tiens, mais si dans 2 jours, j'ai pas réglé la scolarité, je vais pas participer aux examens. » Bon, je pense que vous reconnaissez. Donc du coup, oui, l'urgence, on est quelque part un petit peu manipulateur, mon cher Edwin. Oui, mais en quelque sorte, on est soit victime, soit bourreau dans cette affaire de manipulation. J'en venais justement, mais il y a l'exemple le plus simple dans nos maisons. Parce que lorsqu'on avait des difficultés avec l'un des parents, qu'est-ce qu'on faisait? On passait par le plus petit. On passait par le plus petit pour arriver à ses fins. Donc, si je vois que je n'ai pas accès à maman, parce que là, en cette période-là, c'est un peu tendu entre nous, je passe par le plus petit pour solliciter quelque chose. Et maman nous rappelait même souvent, le plus souvent, maman ou papa, elle disait au plus petit, par qui on passait que je sais qu'en réalité, c'est pas toi, c'est ton aîné qui passe par toi. Et c'est de là où peut-être on reprenait la conversation. Et même dans la famille, je pense qu'en nous, on a aussi ce côté un petit peu psychologue, c'est-à-dire qu'on arrive à analyser les émotions de chacun. Par exemple, on sait que papa, c'est un peu plus difficile d'aller vers lui. En général, on a tendance à se rabaisser et se tourner vers maman parce que la maman est plus ouverte, elle est plus, l'instinct maternel. Et donc, il y a ce côté un peu... Je pense que c'est parce qu'on sait que de nos jours, l'honnêteté paye peu. Honnêtement, en toute honnêteté, ça. On va pas devenir malhonnête. Non, on va pas devenir malhonnête, mais on va faire comme abstraction d'honnêteté pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Et c'est pas forcément à des mauvaises fins. L'exemple que tu viens de souligner, comme informer les parents lorsqu'on apprend à l'étranger pour dire papa, il va falloir que tu envoies ça dans 2-3 jours. Oui, mais parfois il y en a qui vont dans les extrêmes, comme on est d'accord sur le principe. En fait, je pense que c'est l'abus qui est très grave parce que ce qu'on oublie également, c'est quand on verse dans la manipulation émotionnelle, c'est on ne se rend pas compte des fois des émotions ou bien des données, des émotions négatives qu'on installe. Quand vous dites à votre père, vous l'appelez en usant de la manipulation sur l'urgence, en disant écoute papa, si dans 2 semaines je n'ai pas telle somme, je ne vais pas participer aux examens, mais c'est un père de famille. Dans sa tête, il doit justement faire en sorte que tu participes à l'examen. Et des fois, en fait, tu as déjà participé, tu as déjà payé, tout est OK, mais tu as juste besoin de l'argent pour aller t'amuser ou faire autre chose. Du coup, tu vas user de cette manipulation émotionnelle-là pour avoir de l'argent. Mais derrière, tu ne sais pas ce que tu installes, l'ambiance que tu installes dans le... Cette culpabilité-là, elle est... oui. Oui, ça maintenant, ça... Est-ce que... Il y a toujours cette culpabilité au départ. Au départ, on culpabilise toujours, mais... Est-ce que c'est avant ou après avoir reçu ce qu'on veut? En amont, pendant et après. C'est difficile de culpabiliser avant. Non. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Je sais pas, moi... Il faut éviter de culpabiliser, s'adapter, c'est ça. Même lorsqu'il faut tenir compte de cette culpabilité, la satisfaction de on va dire quoi, la finalité nous console.
Le fait d'avoir reçu l'argent. Voilà. Oui, mais du coup, c'est ce qu'on dit, c'est difficile de culpabiliser avant. Avant, tu es dans une mission, tu dois obtenir ce que tu veux, peu importe le moyen, le plus important, c'est l'obtenir. Edwin, moi, je reviens vers toi parce que quand on parle de manipulation émotionnelle, évidemment qu'il y a beaucoup de segments. On parlait là un peu de façon dans le cercle familial, mais ça va un peu plus loin. Prenons le cas de la vie professionnelle. Comment arriver aujourd'hui à sortir de cette manipulation-là dans un cadre purement professionnel? Quels pourraient être les impacts justement de cette manipulation-là dans un cadre professionnel par exemple? Dans un cadre professionnel, comment sortir de là, c'est être très vigilant. Parce qu'il faut le dire que le monde professionnel a ceci de particulier, c'est que les gens utilisent très souvent des manœuvres. En fait, c'est comme je le dis pas, comme ma définition le dit, plusieurs procédés pour déstabiliser parce qu'ils veulent arriver à des fins. C'est-à-dire, on a un collègue qui ne fournit pas le travail qu'il faut, mais vous trouverez comme étant un bon bouc émissaire pour pouvoir vous déstabiliser, pour pouvoir s'attirer les faveurs du grand patron et prendre votre place. Donc à ce niveau-là, il faut être très vigilant lorsqu'on fait. Il faut faire... La vigilance, c'est quoi? C'est faire la part de choses? C'est dire, je suis au boulot, ne pas créer les liens d'affinité? Bon, il faut une certaine amitié dans un environnement de travail pour qu'il soit... En général, c'est sur ce point de l'amitié qu'on use de la manipulation. Oui, mais là, à ce moment, il faut faire attention. Il faut savoir à quel moment on est en train de rigoler avec le collègue et à quel moment on est dans le cadre strictement professionnel. Parce que entre les deux, c'est vrai que la frontière n'est pas très grande, mais il faut trouver les moyens de mettre une barrière. Mettre les limites en fait, imposer certaines limites. Dans le monde professionnel, évidemment, ça peut être dangereux parce que même la manipulation émotionnelle au boulot, ça peut être... Enfin, si par exemple je suis fatigué ou bien je ne suis pas fatigué, mais j'ai pas envie de faire un travail, ben, je vais venir vers Jeunesse pour dire, tu sais quoi, moi je trouve que tu es très bon sur ce sujet-là, ce serait bien que tu le fasses parce que... Mais là, en fait, je suis justement en train de manipuler Jeunesse parce que j'estime que bon, voilà, j'ai pas envie de faire le travail. Donc derrière, ça rend peut-être un petit peu paresseux, mais c'est surtout que l'impact n'est pas si reluisant que ça derrière. Changeons de cadre, parlons un petit peu du cadre relationnel, on va dire amoureux par exemple, mon cher Denis. La manipulation émotionnelle, c'est clair qu'en fait ça ne participe en aucun cas à l'évolution d'un couple. Je suis d'accord, mais bon... Ça dépend des personnes, ça dépend en fait des relations, de toutes les relations. Relations amoureuses, la manipulation émotionnelle, c'est pas... Dans une relation amoureuse, si tu es manipulé, est-ce que c'est beaucoup plus la victime qui souffre là? Enfin, effectivement, dans cette position de... Parce qu'elle doit en fait dépendre de l'autre, elle doit en fait, comment dire, elle doit agir par rapport à l'autre. Donc l'autre fait des actions, elle fait des demandes, elle fait ceci, elle fait cela. Bon, fille comme garçon, mais pas... Oui, non, évidemment, ça va dans les deux sens. Et tout le reste, et l'autre est constamment obligé en fait. Oui. Il est obligé de faire certaines actions. C'est-à-dire au-delà de la manipulation, il y a surtout la dépendance émotionnelle. Oui, aussi. oui. D'accord. C'est-à-dire on dépend beaucoup de l'autre émotionnellement et on a l'impression que ça... Du coup, toi, comment tu arrives à gérer justement ça pour s'accrocher à la thématique? Comment tu arrives à sortir d'une émotion aussi dure et dure que évidemment la manipulation émotionnelle? Je dirais qu'il faut déjà faire son... Apprendre d'abord à se connaître, voir d'abord quel est le réel problème qu'on a à l'intérieur. Problème émotionnel, bien évidemment, on parle de ça, mais aussi essayer de prendre ses distances par rapport à la situation et par rapport à la personne. Et peut-être au final, après, revenir et discuter clairement sur les problèmes qui... au sein du couple, qui mine la relation. Ouais. C'est un peu les points un peu fondamentaux en fait. D'accord. Faire le bilan introspectif et analyser la distance. D'accord. Et ensuite discuter. Comme je disais à l'entame, notre bonheur dépend de nous-mêmes. Tu vois? Parce que dès lors que tu commences à te dire que bon, c'est à partir de tel que je peux être dans, c'est à partir de X ou Y que je peux être dans tel mood, là, tu es en train de t'exposer. Et je pense que c'est ce qu'il faut éviter et ça permet tout de suite de tuer le mal dans l'œuf. Ouais, mais c'est quand même un peu compliqué quand on est en couple. Là. Parce qu'en couple, c'est quoi? Aimer, c'est simplement cette capacité à remplacer le je par le nous. Et à partir du moment où tu remplaces le je par le nous, vous partagez des émotions quand même. C'est comme ça, il faut se rappeler. Mais ça, faut se rappeler que la raison a toujours le dessus sur. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, si nos parents ont 80 ans de vie commune, ce qu'ils ont appris à s'aimer quand même.
Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux pas... C'est un choix. Soit tu es heureux seul, soit tu es heureux avec l'autre. À l'époque de nos parents, je pense qu'on partait plus sur un aspect sur une dynamique de complémentarité. Ouais. C'est toujours le cas aujourd'hui. Non, pas avec notre génération. C'est rare. Non, mais la vérité, c'est que tu te mets en couple avec une personne parce que tu estimes que tu es complémentaire, parce que tu apportes quelque chose. Après, la difficulté, c'est de trouver la bonne personne. Oui. Mais quand tu trouves la bonne personne avec qui tu es complémentaire, il n'y a pas de problème. Mais là, je pense plus qu'on puisse déplorer une certaine dépendance émotionnelle ou encore une certaine manipulation émotionnelle. Oui, non, mais en fait, attention, j'ai l'impression que tu te contredis un petit peu dans tes propos, parce que ce qu'on essaie de dire... Oui, vas-y. Tu venais de dire que si on part sur une complémentarité vraiment concrète et vraie, là, je pense on verra rarement cet aspect. Non, parce que nous, on est resté sur l'aspect que tu as souligné en parlant du bonheur personnel d'abord. On est d'accord sur le principe. Mais après, moi, ce que je soulignais, c'est le fait que c'est parfois difficile d'être heureux seul. C'est comme Denis disait tout à l'heure, c'est soit tu es heureux avec l'autre, soit tu es heureux seul. Mais à partir du moment où tu décides d'être heureux avec l'autre, bah, c'est un peu... C'est ce que moi, je dis souvent, quand on décide de se mettre en couple, la première chose à faire, ce n'est pas d'apprécier les qualités. C'est d'apprécier les défauts de la personne. Parce que les qualités, tu auras tout le temps pour le faire, pour l'apprécier, elle est jolie, elle est intelligente, voilà, elle est... Je pense plutôt qu'on va essayer d'endiguer ces défauts plutôt que les apprécier. C'est difficile de les endiguer quand même. C'est très difficile, mais c'est pour aboutir à un bon port. En fait, pour le problème des défauts, il faut savoir qu'on ne peut pas changer une personne. On peut améliorer une personne, oui, c'est certes. Mais imagine un seul instant que tu changes les défauts d'une personne, tu essayes de les effacer complètement, elle se dépersonnalise. Mais justement, si toi tu veux changer les défauts, tu verses dans la manipulation aussi. C'est de la manipulation émotionnelle. Et au final, imagine un seul instant que il n'est pas impossible. Oui, c'est ça, ça reste de la manipulation. Oui, parce que l'idée, c'est ne pas justement de pousser à la personne à le faire, c'est de laisser la personne elle-même changer. Si elle estime qu'aujourd'hui, il y a des défauts, moi, je l'ai encore dit, vous pensez que nos parents, 80 ans de vie commune parce qu'ils simplement, ils aiment bien la coupe de cheveux de chacun? Non. Il y a eu justement des choses qu'ils ont dépassées ensemble. Moi, comme je dis souvent, et je le dis tout le temps sur ce plateau, moi, j'ai deux verbes que j'aime beaucoup, c'est le verbe essayer et le verbe réessayer. Je pars du principe qu'aujourd'hui, si l'évolution du monde est-ce qu'elle est aujourd'hui, cette évolution-là, ben c'est parce qu'il y a beaucoup qui ont essayé. Si vous avez un téléphone, parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de fabriquer un téléphone, s'il a échoué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réessayé. Et c'est pareil pour dans une relation amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, on essaie. De toute façon, le monde, c'est un monde où on essaie. On essaie d'être heureux, on essaie d'avoir de l'argent, on essaie d'être riche, on essaie d'avoir des cheveux comme Edwin, mais... Peut-être de la stratégie qu'on met en place. On ne peut pas essayer on peut pas essayer et réessayer avec la même stratégie et s'attendre à un résultat différent. Oui, mais surtout essayer en faisant fi de la manipulation, en étant dans la complémentarité. Cette manipulation, ça dépend aussi. À quel moment à quel moment cette manipulation a quand on parle en termes de manipulation, tout de suite on voit des effets néfastes. Mais est-ce que ce n'est pas, comme on venait de le dire, il y a du positif dans la manipulation? Moi, je suis curieux. Bien évidemment. Bien évidemment. Dis-nous. Moi, je suis curieux. Justement, quand on savait que l'honnêteté ne payait pas et qu'on passait peut-être par notre petit frère et par maman, par exemple. C'est parce qu'on estime que c'est la voie la plus facile ou encore c'est la personne par qui on aura plus un retour favorable. Mais est-ce que c'est la voie la plus légitime? C'est-à-dire que enfin, si je dois manipuler mon petit frère pour qu'il aille demander de l'argent par exemple à mon père, je verse quand même dans de la démagogie, dans du mensonge. En termes de logique, mais légitime, parce que mais la voie, est-ce que c'est la bonne voie? La manipulation émotionnelle dans le milieu professionnel. Attention, on n'est pas contre toi, on n'est pas contre toi. Non, on n'est pas contre. C'est pas un procès contre. Oui. Par exemple, là c'est un contexte familial. La manipulation émotionnelle, oui, ça marche, mais dans le contexte maintenant professionnel. Par exemple, si tu as envie d'avoir une promotion, par exemple. Ouais. Est-ce que la manipulation émotionnelle fonctionne? Moi, je dirais non. C'est non, c'est-à-dire que voilà. Non, mais voilà, en fait. Non, c'est en fait ce qu'il essaie de dire. Je suis pas ton avocat, Denis, tu te défends très bien. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que là où lui il veut partir et te faire comprendre une chose, c'est que ok, d'accord. Si moi je dois obtenir une promotion, mais que je l'obtienne dans la règle du jeu, pas en essayant de manipuler quelqu'un pour l'obtenir. C'est la façon et la voie qu'on utilise qui n'est pas bonne. C'est en fait ça rejoint un petit peu, ça revient un petit peu à la philosophie sur le mensonge, parce que la manipulation c'est du mensonge quelque part. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui tu trouves du positif dans le mensonge?
Bah oui, mais ça rejoint. C'est pourquoi je dis la manipulation, enfin par définition, c'est pas forcément quelque chose d'assez intéressant. Après, bon, pour le mensonge, c'est un autre débat. Tu me diras qu'il y a des mensonges qui sont plutôt bénéfiques parce qu'on ne dit pas la vérité à tout le monde. Et comme je dis souvent, le mensonge, c'est une sœur éloignée de la vérité. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais pour revenir justement à comment sortir également de cette phase de manipulation, mon cher, est-ce que le fait d'aller consulter, est-ce que Edwin, le fait de méditer, on parle du yoga, on parle d'autres exercices aussi, le fait d'aller voir un psychologue et tout le reste pour extérioriser tout ce qu'on a emmagasiné lorsqu'on est victime évidemment d'un manipulateur ou autre personne évidemment, est-ce que tout ça aussi concourt à installer un bien-être en nous? Oui, tout ce dont tu viens de parler peut concourir à installer un bien-être en nous. Mais le véritable problème dans cette affaire des manipulations, il faut le dire, c'est la prise de conscience. Il faudrait que la victime prenne conscience qu'elle est en train de se faire manipuler. Sinon, ça va être difficile de la sortir de là. Mais est-ce que c'est facile? Est-ce que tout de suite, comment on arrive à repérer une manipulation, par exemple? Ça paraît un peu difficile. Intérieurement, je dirais, de manière interne, c'est un peu difficile. D'accord. Mais le plus souvent, c'est de manière externe qu'on peut le faire. De manière externe, j'entends par manière externe, c'est les personnes autour, par exemple. Si on a deux personnes, deux amis, par exemple, qu'on a l'habitude d'apprécier ou d'observer au quartier, on voit qu'il y a un ami qui se comporte d'une certaine façon et il est plutôt manipulateur vis-à-vis de l'autre. Nous, en le voyant, on peut interpeller la personne. Parce que, comme je l'ai dit, c'est la prise de conscience d'abord. Donc, on doit essayer d'amener la personne à prendre conscience. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Ici, on parle de manipulation. Manipulation, ça renvoie à un compartiment du corps humain qui est le cerveau. Précisément, le psyché de la personne. Et c'est très complexe faire comprendre à une personne qu'elle est en train de se faire manipuler par un proche. C'est pas chose facile. Bah oui. Même les professionnels dont tu parles, les psychologues par exemple, c'est pas du jour au lendemain qu'ils arrivent à le faire. Oui, c'est les spécialistes. Voilà, heureusement. Le problème n'est pas en fait de prendre conscience qu'on est manipulé, c'est plutôt l'acceptation. Accepter en fait qu'on est manipulé, c'est ça un peu le problème, le véritable problème. Parce qu'on peut se dire, pour moi, on prend conscience qu'on est manipulé lorsque les actions que je fais sont contraignantes en fait. Lorsque ça ne me plaît pas, lorsque je le fais par rapport à l'autre et tout le reste. Là, je prends conscience que je suis manipulé. Maintenant, c'est le fait de l'acceptation. Plus si tu acceptes, c'est déjà un pas vers, la prise de conscience. Tu vas déjà faire ton introspection en te disant que bon, il y a un problème là, il faut que j'arrête ceci. Et parce que là, ce que Edwin disait aussi, c'est très pertinent son analyse quand il parlait de l'aspect justement sur lequel le bourreau évidemment agit pour manipuler la personne, parce qu'on joue beaucoup plus sur le psychique de la personne. Et effectivement, parce que les émotions en général, on est plus sensible à des émotions. Il y a des manipulations où quelqu'un va t'appeler pour dire là je me sens pas très bien, je suis malade, est-ce que tu peux me dépanner? Et tout de suite vu que tu es un peu sensible à la situation de la personne, tu vas y aller. Et ça, c'est le cerveau malheureusement qui nous conditionne, qui nous dit ça. Et je le disais dans l'émission précédente, que notre cerveau est programmé pour refuser systématiquement la négation. Quand tu disais un enfant ne joue pas avec le feu, il allait jouer avec le feu. Quand papa nous interdisait de sortir à la maison, on le faisait. Quand on nous demandait de rentrer très tôt à la maison, on rentrait très tard. Ça, c'est parce que notre cerveau est programmé pour refuser la négation. Et c'est encore plus difficile, comme Edwin l'a souligné, d'aller vers une personne, de dire écoute, je pense que là, tu es en train de te faire manipuler, fais attention. Surtout si le bourreau derrière a usé évidemment des techniques qu'il faut pour vraiment rendre la personne dépendante de tout ce qu'il a mis en place. J'avoue que derrière, ça devient un petit peu compliqué. Comment arriver aujourd'hui également aussi, Edwin, je reviens vers toi parce que c'est l'analyse pertinente est venue de toi. Comment réussir justement, tu l'as dit, ça paraît difficile, mais s'il fallait qu'on s'essaie à l'exercice, comment réussir à convaincre, à dire à une personne, fais attention, là la manipulation est enclenchée? Je pense qu'il faut y aller, chercher à avoir... De façon directe, pas habiller les mots, non? Il ne faut pas souvent caresser les gens. D'accord. Il y a des situations, il faut être direct. D'accord. Donc, il faut trouver tous les éléments pertinents ou les plus pertinents
qui serviront d'argument que vous allez exposer à la personne pour lui dire voilà comment est-ce que tu te fais manipuler. Et il faut trouver les voies et moyens. Je ne sais lesquels, mais l'homme a cette capacité-là de s'adapter à toutes les situations et d'en sortir. D'accord. Genèse? Oui, c'est pour enchaîner ce qu'il venait de dire. C'est ce que moi aussi je voulais dire, qu'il faut mettre la personne devant les faits. En disant que regarde ce que la personne t'a fait faire, regarde ce que tu t'es vu faire, tu t'es vu en train d'accomplir. Donc en gros, tu troques quasiment, comme tu venais de dire, que si ce que tu me demandes de faire ne me plaît pas ou encore oui, ça va à l'encontre de mes principes, de mes valeurs. Mais bon, tellement, à l'heure actuelle, c'est l'émotion qui est guidée par l'intérêt. On se rend compte que tu ne peux pas réaliser ça tout de suite. Et comme il venait de dire, le mieux serait qu'on te dise les thèmes, qu'on te chatouille, qu'on ne te caresse pas. Qu'on te dise... Dans le sens du poil, bien sûr. Voilà. Si vous limitez à caresser, ça a une autre connotation. Qu'on te dise clairement qu'à l'heure actuelle, tu es vraiment en train de te faire marcher dessus. Voici les faits, voilà. Maintenant, si toi, tu restes dans ton interprétation personnelle, ça veut dire que c'est un déni. Et là, le déni ne sera plus vu comme un refus inconscient, mais un refus conscient. Oui, et là tu vas beaucoup plus souffrir, évidemment, de la situation. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite. Il y a beaucoup de choses encore à dire sur la manipulation émotionnelle, mais je pense que l'essentiel a été dit sur ce plateau de Génération News. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Genèse, je rappelle que tu es étudiant en journalisme et communication. Peut-être une personne à saluer vite fait avant de se dire au revoir. Tu es Madame Moukaha au Gabon. D'accord, papa et maman, c'est bien ça? Exactement. On espère qu'ils sont fiers de toi, évidemment. Edwin, une personne à saluer vite fait avant de clore cette émission, Génération News. Je salue tous nos téléspectateurs. Tous les téléspectateurs de Génération News. Denis? Les spectateurs et ma mère également. D'accord, mais ça s'appelle comment, maman? Laetitia. Maman Laetitia, voilà, on salue maman Laetitia depuis le Gabon, à Libreville, évidemment. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission Génération News. C'est un plaisir de vous apporter toutes ces informations sur ces deux thématiques liées évidemment au monde qui nous entoure. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de la panafricaine.